Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 4e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, nous rencontrons un passionné qui attire les oiseaux dans son jardin. Nous recueillons les commentaires d'un nouveau membre de la Société d'horticulture. 8500 foyers débranchent leur gouttière. Et tout d'abord, nous découvrons la recherche en pomiculture biologique au verger des Frères. Les Frères du Sacré-Cœur d'Arthabasca ont toujours laissé un grand accès à leurs propriétés. En 2012, une clôture a poussé autour du verger. Mirella Aoun, agronome et chercheur au Centre d'expertise en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, nous explique ce qui s'est passé. Bonjour Mirella. Bonjour Guylaine. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur de la clôture du Boisé des Frères? Bon, ici, donc, on est dans le verger des Frères et ce verger-là, depuis 1881, qu'il y a des pommiers qui poussent ici. Et au fil des années, les parcelles sont grandies et ont pris plus de dimensions. On est, juste pour le verger, c'est une superficie de 5 hectares. En 2009, les Frères ont légué le verger à la ville de Victoriaville. Et en 2010, et par la suite, dans le fond, la ville a confié la gestion du verger au Centre d'expertise en agriculture biologique, le CETA+, qui est une composante du Cégep de Victoriaville. En 2010, la transition à l'agriculture biologique a commencé au verger et donc la transition prend 3 ans. Donc de 2010 à 2013, le verger est cultivé en régie biologique. En 2013, c'était la première récolte de pommes bio ici dans le verger. Donne-nous quelques exemples de ce que ça représente de faire une régie biologique des pommiers. Donc, la régie biologique des pommiers, c'est d'être conscient que traiter le sol et les pommiers d'une façon à respecter, d'une façon le plus naturelle possible. Et donc, nous n'utilisons pas des produits de synthèse. Nous utilisons ce qui est permis selon la certification biologique. Parle-nous de l'équipe. Alors, vous êtes une grosse équipe qui menait des recherches ici. Oui, donc le CETAB, c'est un centre d'expertise en agriculture biologique et il œuvre dans plusieurs domaines des productions végétales, les grandes cultures, les sols, les cultures maraîchères et les cultures fruitières. Donc, on est plusieurs agronomes, biologistes, techniciens, étudiants dans l'équipe et dans les différents domaines. Et donc, aussi une équipe en culture fruitière. Et la recherche en pomiculture se passe principalement ici, dans le verger du Boisé des Frères, mais aussi on a des essais avec des producteurs à la ferme. OK. Puis là, aujourd'hui, c'est jour de plantation. Alors, quelle est la conversion? Quels sont les grands changements que vous avez faits dans le choix des pommiers, par exemple? OK. Donc ici, nous avons 1 hectare qui est en plantation depuis 2013 et on a 2 sections. Une section qui est plantée avec des pommiers qu'on appelle des pommiers semis-nains et une autre section, un autre demi-hectare, avec des pommiers nains. Le but étant de comparer en régie bio les 2 systèmes. Et donc, ça consiste à planter, à utiliser des porte-greffes différents pour obtenir les fénanisants des arbres. Et donc, dans la section ici qu'on cultive d'une façon intensive, les arbres sont plus collés les uns les autres. Et donc, on utilise des porte-greffes qui permettent d'obtenir des arbres plus nains, plus petits et une culture plus dense. Alors que dans l'autre section, nous avons des porte-greffes qui donnent de la vigueur à l'arbre. Et donc, les arbres sont plus espacés parce qu'ils vont avoir plus de vigueur. Est-ce qu'il vous arrive d'accueillir des groupes au verger? Oui, en effet, nous avons effectué, depuis que le CETAB gère ici le verger, plusieurs journées
d'informations, de démonstrations pour les producteurs, les intervenants en agriculture, mais aussi pour le grand public. Et notamment l'année passée, nous avons eu une journée grand public, des portes ouvertes, et avec des stations qui nous renseignent le public sur les différents projets qui sont là dans le verger, puis qui les sensibilisent à la régie biologique et l'écosystème et la faune auxiliaire, etc. Où sont vendues les pommes que vous récoltez dans le centre de recherche? Donc, on a ici, le CETA a confié la vente des pommes à un opérateur, M. Joël Roux, qui nous achète la récolte sur les arbres et il l'accueille. Et elle est vendue juste au kiosque qui est au verger. Et la population peut venir depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre acheter des pommes Certifiées biologiques. issues du verger biologique du CETA. Alors, nous allons suivre vos recherches pour voir ce qui est applicable à nos petits potagers domestiques. Merci beaucoup, Mme Aoun, pour cet entretien. Bien, merci, Mme Martin. Noëlla et Gilles Lacroix se passionnent pour les oiseaux. Tout leur jardin est pensé pour les attirer et les observer. Je rencontre Gilles Lacroix qui me parle de leur jardin ailé. Bonjour, Monsieur Lacroix. Bonjour. Alors vous aimez tellement les oiseaux que vous avez sacrifié un lilas pour mettre quelque chose de plus intéressant pour les oiseaux. Oui. Alors, nous avions un lilas qui, en fait, ne faisait que des fleurs, donc pas de fruits. Nous, on l'a coupé et on a dit, on va placer un arbre qui va au moins attirer les oiseaux. Et on a planté un prunus, c'est-à-dire un cerisier à grappe. Et là, on a le loisir de voir les jaseurs venir dedans, tout près, quand on est assis dans notre verrière. Alors, c'est le paradis, comme on dit. OK. Vous avez combien d'espèces d'oiseaux qui vous visitent? Nous, ici, on est rendu, on fait des relevés. Et quotidiennement, là, habituellement, c'est entre 20 à 30 espèces par jour. Mais si on regarde le global de ceux qui nous ont visités, on est rendu à 117 espèces. Des belles statistiques. Oui. Là, vous avez une magnifique propriété que vous avez sûrement entretenue sur plusieurs années. Mais comment tout a commencé? Moi, en fait, l'amour des oiseaux a commencé dès mon jeune âge. J'avais 3 ans, puis j'adorais regarder les hirondelles rustiques de grange bâtir leur nid. Alors, ça s'est un peu, comme on pourrait dire, perpétué, là, ce goût-là. Et quand on a acheté notre propriété il y a à peu près 47 ans, je pense, alors tout de suite, on a dit... on va regarder pour commencer à échafauder un jardin en fonction des oiseaux. OK. Et on a accentué davantage depuis notre retraite, par contre. OK. Puis dans les choix de plantes, là, pour les gens qui commencent, est-ce qu'il y a comme l'arbuste ou l'arbre idéal pour attirer les oiseaux? Moi, j'oserais dire, j'ai vraiment un coup de cœur pour le sureau doré. Alors, le sureau doré, lui, produit beaucoup de fruits. Et il y a au-delà d'une trentaine d'espèces qui vont aller s'alimenter dans un sureau doré. Donc, moi, si j'avais l'emplacement juste pour un arbre, je planterais un sureau doré. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des arbres à toutes les saisons pour que les oiseaux viennent se nourrir à toutes les saisons. Okay. Alors, moi, je dis, il ne faut pas manquer le pommetier décoratif à fruits persistants. Ça, c'est quelque chose de fort intéressant. Même en saison hivernale, les pommettes qui sont rendues là, les jaseurs boréales vont venir. Il ne faut pas manquer les chèvrefeuilles. Alors, chèvrefeuille grimpant, par exemple, pour le colibri. Le chèvrefeuille arbustif pour les autres plantes. Il ne faut pas manquer non plus les ceux d'automne. Alors, ceux d'automne, on peut aller chercher, par exemple, les aronias. On peut aller chercher les berbéris. Alors, il y a plusieurs plantes qu'on peut aller chercher pour les oiseaux. Donc, les oiseaux, ce qu'ils aiment, c'est les fruits et les graines. Donc, ça va être ces genres d'arbustes-là qu'on va rechercher à mettre au jardin? Exactement.
Alors, les graines, là, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger non plus dans le jardin d'oiseaux. Ça ne prend pas beaucoup de place. On peut mêler ça à travers un potager. On peut planter des échinacées. Ils vont, en les laissant fleurir, en gardant les graines dessus, même en cours d'hiver, on va voir les petits chardonnerets aller chercher les graines là-dessus. Le haricot d'Espagne, c'est une plante merveilleuse pour le colibri. On peut mettre le tournesol aussi, planter quelques pieds de tournesol là, à travers, par exemple, des tomates ou des choses de même. Là. Ça va faire le bonheur de la personne puis aussi des oiseaux. OK. Fait que c'est vraiment une combinaison d'annuels, de vivaces, d'arbustes et d'arbres. Exactement. Exactement. Oui. Puis aussi, il ne faut pas oublier la grande espèce qui sont les conifères. Parce que les conifères, eux autres, vont permettre aux oiseaux de se réfugier, autant en hiver qu'en été, un endroit idéal pour bâtir leur nid aussi, pour élever leurs petits, parce qu'ils sont à l'abri. Donc, les conifères, là, il faut toujours dans un jardin, si petit soit-il, avoir au moins un petit cèdre ou encore, si on n'a plus de place, une haie plus importante. Donc, il ne faut pas oublier les conifères. Puis au niveau des fruits, moi, je pensais arriver ici, puis ce serait que framboises, bleuets et fraises. C'est pas ça. C'est un élément, mais c'est pas synonyme de jardin d'oiseaux. Non, non, non. En fait, là, c'est des arbustes. Alors, c'est pas les fruits qu'on est habitués, nous, de manger. Alors, nous, là, on pense souvent en humain. Et il faut s'enlever ça un peu de la tête et essayer de penser en oiseaux. Alors, les oiseaux, quand ils arrivent, eux, sur un terrain, ils vont regarder s'ils peuvent se nourrir puis s'ils peuvent nicher, puis s'ils peuvent s'abreuver. Donc, c'est trois éléments importants. On pense toujours, c'est les mangeoires, c'est les nichoirs. C'est pas ça. C'est l'environnement au point de vue végétal que l'oiseau regarde. Alors, un peu comme je disais souvent, vous allez mettre un nichoir, des mangeoires dans le Sahara, oubliez ça, il n'y a pas personne. Il faut créer un milieu qui est intéressant pour l'oiseau. Donc, c'est la plante là, qui est la base du jardin d'oiseaux. Exactement. Alors, sans plante, oubliez ça, vous ne pouvez rien attirer. Puis, justement, mes framboises puis mes bleuets, en avez-vous? Moi, j'en ai. Vous en avez? On en a, sauf Vous pensez humain aussi un petit oui, peu? sauf que si on veut les garder pour nous, on va être obligé de mettre des filets dessus. OK. Alors, ça, c'est une autre chose. OK. Mais par contre, on sait très bien qu'à un moment donné, quand la saison finit un peu, les petites fraises, on ne ramasse plus. On enlève le filet, puis les oiseaux se font un plaisir de finir. Parce que vous avez aussi un potager. Oui. Il n'est pas trop clôturé, pas trop avec plein de filets, là. Donc, non. Votre cohabitation avec les oiseaux se fait très bien? Ah, certainement. On sait exactement, à un moment donné, quelle est la période où tel oiseau va venir dans le jardin et tout. En fait, nous, on ne protège que deux espèces de plantes. On protège les fraises pour le début, pour garder les grosses pour nous autres, et on protège les bleuets. Les framboises, habituellement, on en a une assez bonne quantité qu'on peut partager. Les oiseaux peuvent en manger un peu. Ils ne vont jamais sous le feuillage. Les plus belles sont en dessous, on les prend, on les laisse ceux qui sont en surface. Bien, c'est vraiment une belle cohabitation. Félicitations, puis je vous souhaite un merveilleux été. Bien, merci beaucoup. Dr Gilles Morin a pratiqué la médecine vétérinaire dans les fermes de la région pendant 50 ans. À la retraite, il découvre la Société d'horticulture et d'écologie de Victoriaville. Je recueille ses commentaires du nouveau membre. Bonjour, Dr Morin. Bonjour, bonjour. Quelle est votre histoire avec l'horticulture? Est-ce que c'est une longue histoire ou une courte histoire? Bien, l'horticulture, j'ai toujours aimé, puis d'ailleurs, j'ai un jardin depuis 50 ans, puis j'ai toujours aimé planter des fleurs, puis m'amuser un petit peu avec ça, puis surtout réaliser comment c'est important. Ça fait partie même de notre paysage là, comme humain, d'être entouré de plantes, puis d'arbres, puis des fois, on vit au travers, puis malheureusement, on n'a encore pas assez de temps pour les regarder, les apprécier, tu sais, mais en tout cas, ça, c'est par amour des fleurs puis des plantes que j'ai toujours été intéressé par le jardinage, puis par la culture de fleurs, puis d'arbres, puis de plantes. OK. Vous auriez été vu aux conférences de la Société d'horticulture et d'écologie à l'hiver 2014. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la Société d'horticulture? Bien, ça faisait longtemps que je voulais y aller, mais j'avais vraiment pas le temps. J'étais trop pris, puis les horaires ne convenaient pas. Mais cette année, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit automatique, là, dans ma tête, ça se faisait automatique qu'il fallait que j'aille pour prendre plus d'informations, des petits trucs, toutes sortes de choses. Puis l'intérêt de l'ensemble des gens qui vont là,
Puis c'est des gens qui sont intéressés à l'horticulture. Fait qu'ils ont chacun leur petite recette. Puis le côtoiement de ces gens-là nous fait que nous autres, on progresse plus dans notre façon de... Moi, dans ma façon de procéder avec les plantes, puis mon jardinage. Puis, autrement dit, c'était un plus. Puis ça faisait longtemps que je me disais, il faut que je rentre membre, puis que j'aille voir ça, mais ça ne donnait pas. Mais là, cette année, puis on est gâtés aussi. Il y a tellement des belles conférences. Puis oui, parlez-nous d'une en particulier là, que vous avez particulièrement aimée. Ah, c'était dans les sortes de plantes qu'on a eues, sur les fleurs en particulier. Là. Les parfums? Oui, les parfums, là, ça, c'était intéressant. Puis ce qui est drôle, c'est que tu as des fleurs que tu as, puis comme tu n'as pas assez d'informations, tu n'en bénéficies pas. Fait que les parfums en particulier m'ont un peu fasciné parce que je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y a ces fleurs-là qu'on a, puis ça sent les fleurs. Mais là, c'était quasiment comme une chose de parfumé, mais de vin surtout, quand il nous parlait de sortes de vin, la couleur, l'odeur que ça dégage, puis à telle période de la journée, ça sent plus, ça sent moins. En tout cas, c'est tous des petits détails, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça nous permet d'apprécier mieux la nature parce qu'on a de l'information qui nous est donnée, puis ensuite l'atmosphère familiale qu'il y a là. Il y en a un qui fait des galettes, je pense que c'est M. Poirier. Là, oui. Puis, il y a toute une atmosphère, là, ça va à peine, vraiment. Là, même j'incite les gens là, qui sont intéressés le moindrement. Il n'est pas obligé de... Tu peux même cultiver des pissenlits, puis aller voir ça, comment ça se cultive. Tout simplement pour dire comment est-ce que c'est plaisant, puis il y a une belle atmosphère. Puis je conseille fortement aux gens d'aller voir, d'aller écouter, entendre les conférenciers. En plus de toute la formation puis de l'information qu'ils nous transmettent, ils ont un prêt de livres. Là, ça m'a intéressé beaucoup, ça, parce que j'en ai emprunté, puis je lis ça, puis parfois, ça nous fait encore davantage performer dans notre façon de cultiver puis d'avancer dans le domaine de l'horticulture. Puis, contrairement à ce que les gens pensent, là, c'est pas une question, c'est pas un diplôme qu'on va là, chercher là, c'est de l'information, puis des trucs, puis le plaisir de rencontrer d'autres qui ont d'autres trucs. Puis c'est ça qui est l'intérêt. Bien, vous êtes un excellent ambassadeur, Dr. Morin. Merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir. Les très grandes pluies surchargent les égouts. Les citoyens peuvent faire leur part en conservant leurs eaux de pluie sur leur terrain. Je rencontre Antoine Boissonneau, Marc-Antoine Anger et Serge Bilodeau du service de l'environnement de la ville de Victoriaville qui nous explique comment on peut faire notre petit bout de chemin. Bonjour, M. Bilodeau. Bonjour, Guylaine. Alors, expliquez-nous d'abord qu'est-ce que ça veut dire pour le réseau des égouts de Victo et de l'usine d'épuration, ce que veut dire une pluie de fou, une très grande pluie là, sur la ville. Une grande pluie, une grosse pluie comme on a eu au mois de juin dernier, ça cause pas beaucoup de problèmes pour l'usine d'épuration en tant que telle. Parce que son débit est quand même limité à ce qu'on laisse entrer à l'usine. La problématique se situe au niveau du réseau surtout. Okay? Dans certains secteurs, dans les secteurs les plus récents, on va avoir deux conduites, qui vont être une conduite d'égout pluvial, à laquelle va être raccordé les puisards, ce qu'on voit avec les grilles qui recueillent l'eau dans les rues. Okay? Et il y a les conduites d'égouts sanitaires, qui, eux, vont raccorder tout, quand vous flushez votre toilette, l'évier, le lavabo, tout ça. Okay? La conduite d'eau sanitaire s'en vient directement à l'usine ici pour être traitée, tandis que la conduite d'égout pluvial va se déverser dans la rivière ou dans les ruisseaux, des choses comme ça. C'est deux réseaux séparés. Dans certains secteurs, un peu plus âgés, il y a une conduite. Dans ce cas-là, le sanitaire et le pluvial vont se diriger dans la même conduite. Et s'en viennent à l'usine. Ça oblige l'usine de traiter toute cette eau-là, parce que même l'eau pluviale, qui n'a pas besoin d'être traitée, va devoir être traitée au niveau de l'usine parce qu'elle est acheminée par la même conduite. D'où l'importance de débrancher les gouttières de ce réseau-là. Quand on est jardinier, on aime justement l'eau de pluie. Antoine, tu as des solutions pour nous pour garder notre eau de pluie sur notre terrain. Parle-nous-en. Oui, c'est pas bien compliqué. Dans le fond, il y a plusieurs solutions qui s'offrent aux citoyens. Tout d'abord, le baril que la ville de Victoriaville offre à leurs citoyens. Dans le fond, ça, c'est que l'eau de pluie de la gouttière, elle s'en va directement dans le baril. Il y a un petit filtre dessus qu'on peut filtrer l'eau pour qu'il y ait justement moins de cochonneries ou de bébites qui se rendent à l'eau. Puis, il y a une valve en bas pour que simplement dévisser pour aller chercher l'eau de pluie. Aussi, on a les tuyaux extensibles que tu mets
au pied de la gouttière et qui est extensible. Donc, il peut avoir une certaine longueur et s'allonger assez long pour éloigner l'eau justement du solage de la maison le plus possible. Aussi, on a une glissade, si on veut, là, que l'eau tombe dans ça, brise pas la pelouse ou le pays de cèdre et se déverse plus loin sur le terrain. Aussi, on a des tuyaux rétractables d'une autre façon qui se déroulent lorsqu'il y a des fortes pluies ou juste une pluie, se déroule, se déverse sur le terrain, comme on peut voir, il est perforé et comme lorsqu'il n'y a plus d'eau, il revient tout seul. Antoine, dans ta tournée auprès des citoyens, tu es arrivé de voir des gouttières qui étaient branchées au sol, mais qui étaient quand même conformes. Alors, comment on peut être conforme? Dans le fond, c'est ça. Pour nous, c'est plus dur de savoir si c'est conforme ou non conforme quand ça va au sol. Fait que souvent, si on n'est pas capable de rentrer en contact avec les citoyens, on leur demande d'appeler. Souvent, une méthode qui est conforme, c'est que la gouttière va être branchée dans le sol, reliée avec un tuyau qui s'en va dans un bac de gravier. Et là, lorsque le bac est trop plein, il y a un renvoi sur le dessus et ce renvoi-là tombe sur le terrain. Donc, l'eau est gardée sur le terrain quand même. Elle reste sur le terrain, elle s'évapore comme si on veut sur le dessus du terrain. Donc, il n'y a pas aucune eau qui est reliée aux égouts, qui s'en vient à l'usine d'épuration ici. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, si on veut. Donc, pas besoin de brancher pour aller au drain de la maison qui s'en va aux égouts. C'est relié dans un bac avec du gravier. Et si jamais c'est trop plein, ça revient sur la pelouse du citoyen. Ces installations-là, je suppose que tu l'as rencontré plus souvent dans les quartiers, les nouveaux quartiers, je suppose. Les gens ont-ils le réflexe de s'installer correctement? Dans les nouveaux quartiers, la plupart des maisons vont être conformes, mais ce système-là va être plus rare. Le monde, souvent, ça va être des gouttières simplement comme ceux qu'on a présentés. Cette solution-là est plus rare, mais c'est une mesure envisageable. Souvent, ça va être des coûts un petit peu plus dispendieux. Ça va être des coûts plus dispendieux que simplement mettre un petit renvoi ou un tuyau extensible. Donc, c'est des coûts plus dispendieux que les citoyens, des fois, ils n'ont pas les moyens d'investir dans ça. Donc, ils font simplement mettre un tuyau extensible ou d'autres solutions envisageables. Monsieur Bilodeau, on est sur la future rue du Meunier. Il y a un nouveau quartier résidentiel qui s'en vient derrière le Canac-Marquis. On attend la construction d'environ 400 maisons. Puis, il y a des nouvelles exigences au niveau des nouveaux développements pour la gestion des eaux de pluie. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Pour les eaux de pluie, on a parlé des débranchements des gouttières, mais maintenant, les promoteurs, que ce soit au niveau industriel, résidentiel, peu importe, commercial, ont tous un effort à faire en ce qui concerne la gestion de l'eau pluviale. On peut le voir ici, là, ça c'est des bassins de captage pour que toute l'eau résidentielle, pas l'eau résidentielle, pardon, mais l'eau de pluie du quartier résidentiel va s'en venir ici et va être régulée avant d'être envoyée à la rivière Gosselin. La gestion des eaux de pluie à Victoriaville va se faire dorénavant de cette façon-là, soit par des bassins de captage, comme ça c'est un bassin de captage, qui, sa fonction est tout simplement d'emmagasiner le maximum d'eau en cas de pluie pour la libérer lentement vers la rivière Gosselin. Il y a également la possibilité d'avoir des fossés filtrants qui vont recueillir l'eau et la filtrer pour l'envoyer dans la nappe phréatique et soit dans la conduite pluviale pour retourner dans une rivière. L'autre option qu'il y a aussi dans certains quartiers résidentiels que Victoriaville a commencé, c'est de mettre des jardins d'eau. C'est tout simplement un jardin d'eau surbaissé dans lequel les conduites d'arrivée d'eau pluviale sont branchées et puis le bassin se remplit lors d'une pluie pour ensuite tout simplement percoler dans le sol. Puis en même temps, bien, les plantes adorent ça. C'est des plantes aquatiques aussi qui sont là en même temps. Okay. Dans le cas où il y a vraiment trop d'eau, bien, il reste quand même que les conduites pluviales régulières pour évacuer le surplus d'eau est quand même fonctionnel aussi dans ce cas-là. Je suis avec l'inspecteur de gouttière, Marc-Antoine Anger. Nous sommes chez le citoyen Giroir qui a des solutions ingénieuses pour éloigner l'eau de sa maison et la garder dans ses plates-bandes. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Parle-nous des installations chez M. Giroir. Bien, comme on voit ici, il envoie sa gouttière du toit qui descendrait normalement sur le trottoir. Il décide de l'envoyer par le long du mur pour la faire descendre en dessous de son patio. De cette façon, il peut arroser ses plantes ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il a installé 2 petites dalles en béton, comme de quoi tout descend en douceur, ça ne détruit pas les plantes et ça recharge une nappe phréatique du même coup. Bon, bien ici, on a un autre exemple de gouttière qui sert à récupérer l'eau de pluie.
Donc, on voit ici que M. Giroir envoie l'eau sur sa gouttière directement dans une plante, ce qui est exactement la meilleure façon de faire pour sauver l'eau. On voit que l'eau est récupérée et c'est une très bonne initiative du citoyen. Nous avons vu que tout le monde peut faire sa part, les citoyens, l'industrie, les villes. Monsieur Bilodeau, si les gens ont besoin de plus d'informations sur le débranchement des gouttières puis sur comment garder l'eau sur nos terrains pour l'empêcher d'aller aux égouts, qui contactons-nous? Il y a toujours possibilité de contacter soit Martin Blanchette à l'usine d'épuration de Victoriaville ou même moi, Serge Bilodeau, dans le 819-758-6419, poste 3901 ou 3902. À ce moment-là, on se fera un plaisir de vous transmettre toute l'information désirée que vous avez besoin. On peut même vous assister en se déplaçant pour vous aider à régler les problématiques. Puis quand on ne sait pas où est branchée la chaire gouttière, il vous arrive même de sortir avec une caméra pour aller voir. Oui, on a des caméras qu'on peut insérer à ce moment-là dans votre branchement de gouttière, savoir si ça va au drain de fondation ou si ça s'en va ailleurs. Ça peut aider à éclaircir des situations qui sont aussi problématiques. Un gros merci, M. Bilodeau. Au plaisir. Nous avons vu toute l'importance de bien gérer l'eau de pluie dans nos jardins et dans nos cours d'eau. La semaine prochaine, Gilles nous présente sa fleur préférée, le zinnia géant. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.